Chers consoeurs, chers confrères, chers membres du conseil scientifique du CNGE, cher professeur Chikula, j'aimerais commencer par vous remercier. Je suis très honorée de recevoir ce prix et aussi un peu impressionnée, je dois l'avouer, de partager mon travail avec vous toutes et tous aujourd'hui. Donc, il s'agit de mon travail de thèse d'exercice que j'ai réalisé sous la direction du professeur Stéphanie Sidorkiewicz et qui portait sur les liens d'intérêt financiers des concepteurs des formations continues avec l'industrie pharmaceutique. Puisqu'il s'agit de la thématique, je vais commencer par déclarer que je n'ai aucun lien d'intérêt susceptible d'interférer avec cette étude. Ma directrice de thèse, Stéphanie Sidorkiewicz, présente un lien d'intérêt en tant que membre du bureau du CNGE. Certains dans la salle étaient peut-être présents lors de la présentation des résultats de ce travail mercredi en communication orale. Si vous me le permettez, je vais adopter aujourd'hui une approche légèrement différente en cette fin de congrès et vous raconter l'histoire de cette thèse. Donc la façon dont la question a émergé, les défis que nous avons rencontrés et enfin, tout de même, nos résultats. Tout a débuté il y a quelques années lorsque nous cherchions, ma directrice de thèse et moi, un sujet de thèse qui remplirait tous les critères. Donc un sujet qui était proche de mes thématiques d'intérêt, la façon dont les médecins actualisent leurs connaissances, mais aussi l'intégrité scientifique, et un sujet qui soit réalisable dans les temps, en prenant en compte le congé maternité de ma directrice de thèse qui approchait. Et une publication dans le BMJ en 2019 par Dr Bruno Goupil et des collègues généralistes français nous a inspirés. Cette publication montrait que le fait de recevoir des cadeaux de l'industrie pouvait avoir une influence sur la qualité des prescriptions des médecins. Ce travail soulignait le potentiel de la base transparencesanté.gouv qui avait été utilisée, que vous connaissez et qui est une base publique qui recense les déclarations effectuées par l'industrie des montants que l'industrie donc, a versés aux professionnels de santé, déclaration qui est obligatoire. Alors nous avons pensé, les médecins ont une obligation de se former, mais les concepteurs qui rédigent ces formations ont-ils des liens avec l'industrie? Et surtout, ces liens sont-ils clairement mis en avant l'inscription par les médecins? Et me voilà avec une question de recherche et deux objectifs principaux donc, que je vais vous rappeler. D'abord, les liens d'intérêt financier des concepteurs sont-ils déclarés avant inscription? Et quel est leur montant? Mais que serait une histoire sans péripéties? Donc d'abord, j'ai dû cliquer 1700 fois sur chaque formation afin d'en extraire le nom, l'organisme et le nom et le prénom des concepteurs. C'est aussi lors de cette étape que je vérifiais si une déclaration était présente. Donc pour toutes celles et ceux qui se sont déjà inscrits en passant par ce site, vous savez que vous avez accès au nom de l'organisme, au titre de la formation, à sa durée, à son format, etc. Mais pas à une déclaration quelconque des liens d'intérêt des concepteurs. Peut-être parce qu'ils n'en ont aucun. Donc nous sommes allés voir, mais quelques défis nous attendaient. Lorsque j'ai essayé de faire correspondre ces noms avec les déclarations dans la base transparencesanté.gouv, j'avais oublié une petite slide. Donc lorsque j'ai essayé de les mettre en relation, en fait je me suis rapidement rendu compte que j'allais faire des erreurs. Des erreurs parce qu'il y avait des doublons, des erreurs parce qu'il y avait des noms composés et des erreurs parce qu'il y avait des homonymes notamment. Alors nous nous sommes adaptés en ajoutant une étape intermédiaire qui consistait à attribuer à chaque formateur, donc chaque concepteur, son identifiant unique RPPS. Par ailleurs, dans la version originale de la base Transparence Santé, en fait, l'identification par RPPS, elle est inconstante. Et donc, j'ai utilisé une version retravaillée par une équipe française, Eurofordox, qui attribue à chaque déclaration un numéro RPPS et qui nettoie la base pour s'assurer que certains types de doublons sont pris en compte. Le dernier défi a été d'ouvrir le fichier qui contenait les 9 millions de déclarations sans faire planter mon ordinateur. Mais à force de persévérance,
nous avons pu identifier l'échantillon de déclarations qui correspondait au montant perçu par les concepteurs dans les 5 années qui avaient précédé la formation, ce qui m'a permis de calculer la somme de ces montants par concepteur, la somme par formation et la somme par organisme. Alors avant de passer aux résultats, j'aimerais rappeler que ce travail repose exclusivement sur des bases de données accessibles en ligne et préciser qu'aucun résultat à l'échelle individuelle n'a été rapporté dans ma thèse ou ne sera communiqué aujourd'hui. Tous les résultats sont présentés sous forme agrégée. À noter également que la FMC était jusqu'ici orchestrée, donc la formation médicale continue, était jusqu'ici orchestrée par l'Agence nationale du développement professionnel continu, mais que cela sera très certainement amené à évoluer dans un futur très proche. Donc nous sommes partis de 1777 formations proposées aux médecins généralistes français en 2023. Parmi ces formations, nous avons supprimé essentiellement des doublons et nous avons obtenu un échantillon d'un peu plus de 1500 formations éligibles. Parmi ces 1500 formations, 966 abordaient une thématique pharmacologique comme la vaccination, le traitement de l'hypertension. Et c'est dans cet échantillon que nous avons regardé pour l'objectif principal les déclarations pour nos concepteurs. Dans cet échantillon, la durée médiane de formation était de 7 heures. Le nombre de participants avait une médiane de 30 et le plus souvent, en fait, les formations étaient conçues par un unique concepteur. Maintenant, les concepteurs de ces formations, donc ils étaient au nombre de 608, essentiellement des médecins, mais avec quand même des infirmiers, pharmaciens, etc. Et parmi les médecins, plus d'un quart étaient médecins généralistes. Et en général, les concepteurs étaient en charge de concevoir une formation, mais ça pouvait aller jusqu'à 72 formations pour un unique concepteur. Et dans l'ensemble, ces 608 concepteurs ont perçu un peu moins de 9 millions d'euros sur les 5 années qui ont précédé la formation en 2023. Ici, j'ai représenté sur cette figure, à gauche, les formations abordant une thématique pharmacologique, à droite, celles qui abordaient une thématique qui n'était pas pharmacologique. Et nous avons regardé la répartition des montants perçus pour les concepteurs, donc en charge de concevoir, de rédiger le contenu de la formation, et pour les intervenants, en charge de la dispenser. Donc pour notre objectif principal, voilà les résultats. On voyait que plus d'un tiers des concepteurs avaient perçu plus de 5 000 euros dans les 5 années qui précédaient la formation, et qu'un nombre non négligeable avait perçu des montants importants qui pouvaient aller à plus de 50 000, 100 000 euros, le maximum étant à 400 000 euros. Donc on s'est amusé à représenter la somme du montant perçu par les concepteurs de chaque organisme, avec ici chaque carré qui représente le nombre d'heures de formation dispensées par l'organisme, ce qui donne une idée de l'exposition des médecins généralistes à cet organisme. La figure est volontairement floutée. L'idée ici n'est pas de faire une liste des bons et des mauvais élèves, et ce d'autant que ici nous n'avons aucun moyen de vérifier si le fait d'avoir un lien d'intérêt financier avait un impact sur la qualité du contenu de la formation. Mais on se rappelle la question qu'on s'était posée initialement, à savoir, est-ce que l'absence de déclaration des liens d'intérêt était simplement le reflet d'une absence de ces liens ? Eh bien, au vu de la proportion de rouge et d'orange sur cette figure, la réponse est vraisemblablement non. Et sans déflouter cette figure, je peux vous partager qu'un organisme avec lequel ce congrès présente un lien d'intérêt semble préférer le vert au rouge. Donc cette étude a été à notre connaissance la première à évaluer les liens d'intérêt financiers directs entre les concepteurs et l'industrie. Et elle permet de conclure qu'ils sont à la fois non déclarés avant inscription et fréquents. Cependant, comme je l'évoquais plus tôt, nous n'avons pas été en capacité d'étudier si la présence d'un lien d'intérêt avait eu un impact sur la qualité du contenu de la formation. À titre d'exemple, lors de ce congrès, certains présentateurs avaient certainement des liens d'intérêt, ce qui n'a pas empêché d'avoir des présentations d'excellente qualité. Mais il était indispensable, et cela a été fait, que ces liens soient présentés aux congressistes dans une logique de transparence. On ne sait pas exactement de quoi sera fait l'avenir.
Mais quel que soit l'avenir de la formation médicale continue, on peut souhaiter et espérer une meilleure transparence. Et pour finir, j'espère que, comme ça avait été le cas pour moi il y a quelques années, ce travail pourra inspirer de futurs collègues pour élaborer leur propre thèse. Et donc, je voudrais encore une fois remercier le CNGE de me faire l'honneur de m'avoir décerné ce prix. Et je répondrai à d'éventuelles questions si vous en avez avec plaisir. Merci beaucoup.